Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le mardi 8 février, voici les titres. 40% des créateurs d'entreprises en France étaient des femmes en 2019. C'est pour aller vers plus de parité que des ateliers dédiés sont organisés à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Ils sont proposés par Laure Olivier qui a lancé son organisme de formation dans l'agglomération. L'objectif, trouver son projet entrepreneurial. Une grande opération de recrutement, 50 postes d'auxiliaires de vie sont à pourvoir dans les Yvelines. En 2022, Petit-Fils va embaucher 30 personnes pour l'agence de Versailles, 20 à Voisins-le-Bretonneux. Et des journées portes ouvertes sont organisées les 9 et 11 février. Et puis ça se rapproche, J-1 avant le quart de finale de Coupe de France de football, Bergerac-Versailles. Coup d'envoi demain à 18h30. Côté staff, on prépare le déplacement des joueurs pour la rencontre qui se jouera à Périgueux en Dordogne, immersion. Une autre rencontre dans ce journal qui se prépare, celle entre le lycée Hoche et Sainte-Geneviève, c'est à Versailles. Hoche contre Ginette, c'est du basket et on en parle tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, j'accueille tout de suite en plateau mon invité Laure Olivier. Bonsoir. Bonsoir Grégory, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes la fondatrice d'OFC Création d'entreprise. C'est un organisme de formation dédié à l'entrepreneuriat féminin. Il a été créé dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en 2021. Alors ce matin, je le disais dans les titres, vous proposiez un atelier Trouver son projet entrepreneurial en 7 étapes. C'était à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines qui est située à Trappes. On va en parler dans un instant. Revenons déjà sur votre histoire personnelle. Vous avez exercé dans la fonction publique pendant 10 ans avant de prendre la direction stratégique et commerciale d'une entreprise de terrassement dans les Yvelines. Ça, c'était en 2017. Et pour ce faire, vous avez dû reprendre vos études à distance. C'était ces études d'ailleurs pour vous investir totalement dans ce nouveau rôle d'entrepreneur. Là, en quelque sorte, vous êtes passé de l'autre côté dans le rôle de formateur. Pourquoi avoir eu envie de transmettre ce goût pour la création d'entreprise, justement? Donc l'idée, c'est qu'en fait, pendant 3 ans, donc j'ai occupé, donc je suis passée du monde public au monde privé, donc vraiment le grand saut. L'idée, en fait, j'ai vraiment occupé une fonction de direction d'entreprise où je suis passée par les étapes de création, de gestion et notamment en faisant appel en fait à un certain nombre de compétences que j'ai dû développer en autodidacte. C'est quand même un changement radical et ça m'a amené à transmettre en fait les compétences que j'ai développées dans le cadre de l'entrepreneuriat. Puisque moi, dans mon background, j'ai occupé une fonction au CNFPT, donc c'est un organisme public lié à la formation professionnelle des fonctionnaires. Donc il y avait déjà un volet formation dans votre cursus. J'étais déjà dans le monde de la formation professionnelle et en fait, je me suis autorisée en fait à occuper et à créer un centre de formation plutôt dédié aux femmes, puisque moi j'ai connu tout ce parcours entrepreneurial au féminin. Et c'est vrai que c'est quand même c'est faire face à ses croyances limitantes et à rebondir et à s'autoriser à prendre une direction, la direction d'une entreprise notamment. Alors je donne un chiffre tout à l'heure dans les titres, 40% des créateurs d'entreprises en France en 2019 étaient des femmes. On n'est pas encore tout à fait à la parité, mais on s'en rapproche, il y a du progrès. C'est important de donner un coup de pouce justement à ces femmes qui ambitionnent dans ce projet, d'avoir un projet de création d'entreprise. Là aujourd'hui, c'est vrai que l'entrepreneuriat féminin progresse. On est quasiment à l'égalité, on peut l'entendre au niveau de l'entrepreneuriat. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, ce qu'on considère sur l'entrepreneuriat féminin, c'est qu'il n'y a que 72% des femmes qui... en fait, les 72% des femmes sont diplômées elles sont extrêmement diplômées et en fait, on aperçoit que l'entrepreneuriat féminin est un peu réservé à des femmes qui sont extrêmement diplômées. Et moi, mon approche, c'est vraiment de démocratiser l'entrepreneuriat féminin et de me mettre à disposition de toutes les femmes salariées qui sont dotées d'une expertise métier. Et là, aujourd'hui, moi, je les accompagne dans ce parcours-là, donc un peu sur mesure. On dispose d'un dispositif de formation qui est développé à travers une plateforme de formation et des séances individuelles de coaching. Donc toujours le dispositif se fait à distance et ça permet aux femmes salariées de lancer leur projet entrepreneurial tout en conservant leur entreprise, leur activité salariée. Et qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui justement la création d'entreprises pour ces femmes? On imagine que la période n'aide pas, cette période sanitaire, mais
Quels sont les freins aujourd'hui? Je pense que le frein principal, c'est, je m'inclus aussi dedans, c'est un peu nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas capable de prendre la direction d'une entreprise. On ne s'autorise pas à prendre des risques, à faire preuve d'audace et à lancer des actions de prospection pour développer son activité. Je pense qu'il y a une partie de barrière mentale qu'on a tout un peu... qu'on s'est auto-créé, je pense. D'autant que si on regarde les chiffres de certaines études, les femmes s'avéreraient plus performantes que les hommes dans la gestion d'entreprise. Les sociétés seraient en moyenne 8% plus rentables quand elles sont gérées par des femmes. C'est ce qu'on observe. Donc je pense qu'effectivement, il y a une part d'investissement. Les femmes sont plus investies sur la partie fiscale et la partie comptable. L'analyse financière, je pense que ça fait partie des qualités. Et puis les femmes prennent peut-être moins de risques. Donc du coup, elles investissent peut-être plus sur d'autres aspects et elles portent leur entreprise en termes de rentabilité. Effectivement, elles paraissent plus efficaces et performantes. Alors on revient à l'atelier de ce matin. Oui. Je disais trouver votre projet entrepreneurial en 7 étapes. C'était donc la première ce matin. Il y aura un autre atelier le 15 mars de 18h à 20h, toujours à la Cité des Métiers. Pourquoi 7 étapes? J'ai envie de vous poser la question. Parce que c'est un processus, c'est-à-dire qu'on va partir sur des outils de coaching où on va accompagner la femme qui est salariée, qui a une envie d'entreprendre, mais pour autant qui n'a pas forcément s'autoriser à se lancer. Donc on a besoin de passer par un certain processus pour l'accompagner vers des outils. Donc on va utiliser les outils de développement personnel, parce que ça nous permet en fait d'évacuer ces pensées paralysantes et un peu négatives qui nous concernent, je pense, toutes. La méditation notamment? Ouais, la méditation, les exercices de visualisation aussi, ça vous permet de sortir en fait de votre contexte présent et d'essayer d'imaginer que votre futur, il peut aussi être entrepreneurial. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est lever les barrières finalement mentales un peu. Ouais, c'est un peu notre vrai obstacle pour s'autoriser à créer sa boîte et puis à vivre de son activité entrepreneuriale. Et une chose importante, alors qui nous paraît logique, c'est avant de se lancer dans ce projet, il faut identifier ses talents pour bien définir justement le projet vers lequel on veut se diriger. Oui. On utilise un outil, alors on l'appelle l'ikigai. Et l'ikigai, c'est le croisement de vos missions actuelles, donc des missions que vous occupez aujourd'hui, de ce qui vous permet en fait ce que les gens disent de vous. Donc vous êtes doué dans un certain, vous avez des savoir-être et des savoir-faire que vous pouvez restituer dans votre expérience entrepreneuriale. Et puis vous avez aussi l'idée que vous avez des besoins et des valeurs que vous voulez porter au monde. Et tout ça, ça vous amène à cibler un projet entrepreneurial que vous pouvez porter. Et donc il y a aussi une autre étape, la dernière qu'on peut citer par exemple, c'est identifier ces 3 super pouvoirs. C'est marqué. Alors les 3 super pouvoirs, c'est ça, c'est extrait de votre ikigai. C'est que vous êtes capable en fait de déterminer que vous avez des qualités de négociation parce que vous savez que dans votre vie perso et professionnelle vous les avez utilisées, que naturellement vous le faites, donc ça fait partie de vos super pouvoirs. Et ça c'est un super pouvoir que vous pouvez restituer dans votre activité entrepreneuriale. Donc ça peut être aussi la prospection, la vente, c'est des activités qu'on n'identifie pas forcément dans l'activité salariale, mais pour autant qui est une vraie plus-value quand vous la portez sur le domaine entrepreneurial. Une dernière question, comment s'inscrire? Ça dure 2 heures, c'est de l'échange. On s'inscrit comment pour Alors vous contactez la Cité des Métiers. La Cité des Métiers s'occupe des inscriptions. Donc là, la prochaine séance, elle aura lieu le 15 mars en visioconférence pour justement cibler les femmes salariées qui n'ont pas la possibilité de venir à la Cité des Métiers sur leur temps de travail et donc sur un système d'afterwork, c'est-à-dire qu'en visioconférence, vous accédez à l'atelier de 18h à 20h le 15 mars. Et donc toutes les informations pour justement s'inscrire qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Laure Olivier d'avoir été avec nous et je le rappelle, vous êtes à la tête d'OFC Création Entreprise et vous le rappeliez, le prochain atelier aura lieu le 15 mars à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de parler d'autre chose, focus sur une femme qui s'est justement lancée dans l'entrepreneuriat. C'est l'histoire d'une belle rencontre. Sarah Cellier a repris les Sycomores à Versailles. Alain, l'ex-gérant de l'atelier de restauration de mobilier et ancien expert, la forme depuis 1 an pour lui céder son activité. La jeune entrepreneur est soutenue dans son projet de reprise. Le reportage de Justine Brasier. J'ai tout quitté chez moi, à Metz, parce que pour une opportunité comme celle-ci, il faut
faut tout quitter, faut partir, faut pas se poser de questions. Sarah Cellier est la nouvelle gérante des Sycomores. L'atelier de restauration de meubles anciens est installé depuis une douzaine d'années rue du Maréchal Gallieni à Versailles. Elle-même restauratrice de mobilier ancien et d'objets d'art, elle a envoyé sa candidature pour poursuivre l'activité. C'est le seul qui m'a répondu. J'avais envoyé 6 ou 7 courriers en pleine pandémie, donc c'était un peu compliqué. Et en fait, c'est le seul qui m'a répondu et il m'a expliqué que lui, il ne me proposerait pas un poste d'employé, mais il me proposerait son poste à lui, donc gérant. Quand elle m'a envoyé son CV, m'a intéressé parce que puisqu'il y a quelqu'un qui en veut, qui a la niaque, comme je dis toujours, et qui semble aller dans mon sens. Ancien expert, Alain cède aujourd'hui son atelier. Content de pouvoir faire perdurer son activité, il lui transmet son savoir-faire depuis 1 an. C'est elle qui prend les rendez-vous, et je vais encore avec elle voir les clients pour que elle s'habitue à voir l'importance du travail pour telle ou telle chose, qu'elle puisse ensuite faire les estimations de devis, etc. Et on s'entend très bien de ce côté-là. En tant qu'entrepreneuse, Sarah a été accompagnée dans son projet par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Versailles. J'ai pas eu un parcours semé d'embûches, mais par contre, il faut en vouloir. Il faut être dynamique, il faut avoir d'énergie, parce que donc moi, ça a pris quasiment 1 an. Sur place, on trouve de tout, des objets d'exception, de style ou d'époque, comme ce baromètre du XVIIIe siècle en bois doré, ce cartel du XVIIe siècle ou encore cette commode régence d'époque. C'est un métier qui est particulièrement passionnant. Parce qu'en fait, on s'ennuie jamais, on fait jamais les mêmes choses, on travaille jamais sur les mêmes pièces, donc c'est passionnant. Et à chaque fois, on est obligé de trouver des solutions différentes, des méthodes de travail différentes pour chaque problème. Les meubles à restaurer viennent de particuliers ou d'institutions comme le château de Versailles. Un métier qui embauche en ce moment dans le département, celui de la garde d'enfants à domicile, le babysitting. Les agences Babichou de Versailles, Saint-Germain-en-Laye et Maison Lafitte recrutent 300 salariés, 200 en CDI, sans alternant pour la rentrée de septembre 2022 qui prépare le diplôme de CAP accompagnement éducatif petite enfance. Les offres d'emploi sont à consulter toute l'année sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran et les entretiens se déroulent en présentiel directement dans les agences. Autre métier qui a des besoins de recrutement, celui d'auxiliaire de vie. En 2050, près de 4,8 millions de Français seront en situation de dépendance. Et des personnes âgées pour beaucoup qui ne souhaitent pas aller en maison de retraite mais bien rester chez elles à domicile. Et depuis 2017, l'agence Petit-Fils met en relation clients et auxiliaires de vie. Les précisions dans ce reportage de Mélanie Poquet. Comme je ne sors pas, je ne sais pas ce qu'il y a comme provision. Alors, vous avez du chair de saucisse purée ou bien filet. Comme chaque jour, Rocaille Assey est aux petits soins de Madeleine Lambert. Cette Versaillaise fait appel depuis 5 ans à la société Petit-Fils pour 4 jours par semaine. Âgé de 98 ans, il est hors de question de quitter son appartement, son lieu de vie depuis 1970. Vu que j'approche des 100 ans, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire toute seule. Voilà. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. On m'apporte beaucoup. On rigole bien ensemble. Voilà. Et puis c'est une compagnie très agréable. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Du mardi au vendredi, de 9h à 21h, Rokhaya est l'auxiliaire de vie de Madeleine, son ange gardien comme elle la qualifie. Elles ont leurs petites habitudes. Il y a des choses qu'on a mis en place, oui, parce que des fois, il y a des oublis. Après une première carrière dans la vente, Rokhaya se lance dans le métier il y a 10 ans. Préparation des repas, toilettes, déjeuner à 2 ou encore les courses. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut servir, il faut donner. Ce que j'ai aimé avec Petit-Fils, c'est parce qu'on ne vous donne pas plusieurs personnes. Donc on a une personne ou 2 personnes, ça c'est plus intéressant. Oui. Quand je prends mes vacances aussi, j'appelle. Je gère un peu à distance, voilà, connais ses habitudes et tout ça. Et ses enfants aussi sont très gentils, voilà, toute la famille. Rokhaya a été recrutée par Petit-Fils. 3 agences existent dans le département, comme celle de Voisins-le-Bretonneux, qui accompagne plus de 90 familles. L'équipe cherche 20 nouveaux auxiliaires à temps plein.
Le but des auxiliaires de vie, quand elles vont intervenir à domicile, c'est d'aider à faire et pas de faire à la place d'eux. Le but, c'est bien de maintenir l'autonomie et pas de remplacer tout ce que fait la personne. Les auxiliaires de vie, elles vont pas avoir de petites missions. On privilégie vraiment la qualité de leur métier, en fait. Donc elles vont avoir que des grosses missions. Les temps de trajet qui vont être assez courts entre chaque employeur qu'elles auront. Et surtout, depuis le 1er janvier 2022, on a cherché à revaloriser leur salaire. La rémunération, 13,70 € brut de l'heure en semaine, 16,40 € les week-ends. Petit-Fils propose aussi un accompagnement pour un public en situation de handicap. 2 journées portes ouvertes seront d'ailleurs proposées demain, mercredi 9 février et aussi vendredi 11 février dans les agences de Versailles et de Voisins-le-Bretonneux. La campagne pour l'élection présidentielle bat son plein et notamment dans les Yvelines. Jeudi dernier, Michel Barnier, ancien candidat à la primaire Les Républicains, actuel conseiller de Valérie Pécresse, était présent à une réunion de soutien au Vésinet. Un rendez-vous auquel ont assisté de nombreux élus locaux du territoire qui, pour certains, font même partie de l'équipe de campagne de la candidate. Écoutez ces propos recueillis par Justine Brasier et Patrick Jacques de Dixmude. Il y a 2 campagnes. Il y a la campagne que Valérie Pécresse mène partout en se déplaçant, une campagne aussi très médiatique au niveau national. Et après, il faut que nous tous, ces soutiens, ces porte-parole, on se démultiplie partout en s'appuyant sur nos élus locaux. C'est ça notre force. Mon soutien ne fait aucun doute. Je l'ai annoncé il y a très longtemps puisque j'étais à ses côtés lors du congrès. Je suis à ses côtés depuis très longtemps. Moi, je suis très fière. J'étais même émue cette semaine en signant le papier du Conseil constitutionnel pour apporter mon parrainage. Studieux. Je pense qu'il y a encore un long chemin avec beaucoup de travail et qu'il nous faut convaincre les Français du sérieux de nos propositions. Ils ont été un peu échaudés ces dernières années sur les promesses des uns et des autres. Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril prochains. Du mouvement au conseil municipal de Trappes avec 2 défections au sein du principal groupe d'opposition. Guy Malandin et Moustapha Larbaoui deviennent élus indépendants. Annonce faite ce lundi soir lors du dernier conseil municipal. Joints par téléphone, les 2 hommes justifient cette décision par une volonté de reprendre leur liberté et confirment l'absence de tension au sein du groupe. Une décision provisoire jusqu'à la fin juin pour l'ancien maire de gauche Guy Malandin en vue des prochaines échéances électorales. Et ce pour donner sa préférence en toute liberté. Pour rappel, il s'était allié à son ancien opposant de droite, Othman Nasrou, lors de la dernière municipale partielle à Trappes. Pour Moustapha Larbaoui, en revanche, la décision est définitive. L'ancien président du club de football de la ville, allié d'Othman Nasrou depuis 2020, se dit lassé des étiquettes et des conflits politiques. Il souhaite revenir, je cite, à sa singularité, celle d'un élu issu de la société civile. Le sport, J-1 avant le quart de finale de la Coupe de France de football Bergerac-Versailles. La rencontre se disputera ce mercredi à 18h30 à Périgueux. Un déplacement qui a donné quelques maux de tête aux organisateurs versaillais qui ont dû s'organiser rapidement. Michael Elmidoro et Bichente Merien Santisteban. Lundi 31 janvier, le FC Versailles 78 apprend qu'il jouera son quart de finale de Coupe de France à l'extérieur face à Bergerac, une autre équipe de National 2. Le tirage au sort à peine effectué, le staff s'est précipité pour préparer ce déplacement inédit qui se jouera sur la pelouse du stade Francis Rongiras à Périgueux. Ça se prépare vite, surtout, parce qu'entre le tirage au sort et le jour du match, il y a très peu de temps, donc il faut vite être réactif, faire toute la logistique pour l'équipe première déjà, pour le déplacement, et puis après essayer de voir ce qu'il est possible de faire pour nos supporters. Pour optimiser les chances de victoire pour l'équipe et ne pas accumuler de la fatigue, le staff a organisé minutieusement le premier quart de finale de l'histoire du club. Départ en train jusqu'à Bordeaux, et à Bordeaux, il y aura un car qui viendra nous récupérer pour nous emmener jusqu'à Périgueux où on a réservé l'hôtel. On s'entraînera sur un terrain voisin le jour du match, le matin du match. On repartira juste après le match à Bordeaux où on dormira avant de reprendre le train pour rentrer jeudi matin. Au total, le contingent devrait se composer d'une 30aine de personnes. Tout le staff, pas tout l'effectif, non. Non, ceux qui vont être choisis par le coach, bien sûr. Et puis certains accompagnants, mais on n'est pas très nombreux, nous, dans la structure du club. Donc oui, ce sera une délégation légère, mais suffisante. Du côté des supporters, un car va partir pour la rencontre ce mercredi 9 février à 9h30 direction Périgueux. Une victoire de Versailles dans le sud-ouest permettrait de mieux digérer les 14 heures de bus aller-retour qui sont au programme de ce déplacement.
Et nous vous ferons vivre de l'intérieur cet événement unique, premier événement pour les Yvelines et pour les Versaillais. Demain, tout au long de la journée, sur nos réseaux sociaux, des publications et à 18h, l'avant-match de cette rencontre au sommet. Allez, Versailles, bien sûr, on va se mouiller quand même pour ce match. Toujours à Versailles, les lycées Sainte-Geneviève et Auch vont s'affronter lors d'un match de basket. Ce sera le 17 février prochain, un événement très attendu par les étudiants des deux établissements. De nouveau, Mickaël Elmidoro avec Arthur Le Golvan. Un match de basket avec des étudiants chauffés à blanc dans une salle pleine à craquer. Après 2 ans d'absence, le sulfureux derby Ginette-Auch sera de retour le 17 février prochain. Ce rendez-vous entre les deux lycées versaillais a été imaginé par François Alamand, professeur de sport au lycée Sainte-Geneviève. J'ai créé un petit match entre élèves à 10 personnes dans un gymnase, 2004. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur, quelques chaises en plus, quelques enceintes en plus. 300, 500, 800, 900 personnes. Et après, on est parti sur Montboron pour une machine importante. Aujourd'hui, l'événement regroupe plusieurs centaines d'étudiants sur une soirée au gymnase Montboron, avec en jeu bien plus qu'un match de basket, mais une suprématie. C'est un Oxford-Cambridge, pardonnez-moi cette référence, à la sauce NBA. Sur 2 entités qui se connaissent depuis des dizaines, voire plus années, et qui ont envie, ce moment-là, de participer à une grande joute sportive basket. Le spectacle sera également autour du terrain au programme des shows de Pom-Pom Girl, un DJ ou encore des VIP dans les tribunes. C'est une folle ambiance qui surprend même les joueurs de l'équipe de France qui sont venus de basket. Ça n'existe pas aujourd'hui dans le milieu professionnel et c'est ce qui nous surprend tous encore chaque année. Le match est uniquement sur invitation pour les spectateurs venus de l'extérieur. Pour l'instant, Ginette domine ce derby avec 14 victoires pour une seule défaite. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez Célia Gatsongo et le 7-8 Culture qui parlera notamment du street art qui s'est emparé de la ville de Chatou. Belle soirée avec TV78.